Bienvenue dans le podcast Lundi au Soleil. Aujourd'hui, j'accueille Rassam Yagmae. Ravi de te recevoir. Tu es Group Talent Lead chez Free. Alors, avant de nous raconter ce que ça fait comme rôle, quelles sont les responsabilités et les missions, on a envie de savoir comment tu vas. Je vais très bien, merci. Et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Alors, moi, je suis ravi de te voir. C'est allé vite, finalement. Je t'ai contacté, tu as été hyper réactif, etc. Et franchement, ça fait plaisir. C'est pas le cas de tout le monde. Parfois, il y a un peu c'est pas des négos, mais des tractations et tout. Et besoin de baliser l'épisode. Avec toi, c'était très rapide. Et voilà. Et je crois que je t'ai partagé la trame de questions très tard, hier. Donc, voilà, t'es presque à poil ce matin. Ça fait C'est plaisir. vrai, je l'ai lu ce matin. Rapidement. Voilà. C'est le cas de nombreux invités, je te rassure. Moi, je suis toujours un peu à l'arrache. En tout cas, je me réjouis de notre discussion aujourd'hui. Pourquoi ta présence aujourd'hui? On va parler plusieurs choses. Comme d'habitude, dans Lundi au Soleil, il y a pas mal de prismes éditoriaux et de sujets qu'on va aborder. D'abord, il y a ton rôle et ton parcours. Je trouve qu'il était vraiment intéressant parce qu'il est finalement assez atypique, assez singulier. Tu as commencé dans l'IT, je te coupe un peu l'herbe sous le pied, puis tu as refait quelques startups, tu es passé par Doctolib, etc. Et on va revenir là-dessus. Et je pense que c'est important de comprendre qu'est-ce qui t'a nourri à chaque fois et quels ont été, je dirais, les virages fondateurs dans ce parcours et qui ont du coup, je dirais, accéléré et t'ont permis d'avoir le rôle que tu as aujourd'hui. Et puis après, on va évoquer la posture globalement de la RH, du recrutement et aussi de la FIDE. Toi, tu es plutôt axé sur le recrutement, mais effectivement, l'idée, c'est de se dire quelle est, je dirais, dans la posture du RH, avec ta vision, quel est le rôle qu'il doit avoir, l'aura, aujourd'hui, hier et puis surtout demain. Voilà, donc on a pas mal de sujets à aborder. J'ai hâte. Et pour l'intro, j'étais très content effectivement que tu m'invites. J'avais vu passer peut-être parce que je crois que je t'ai contacté sur LinkedIn suite à une vidéo que tu as fait sur des bouquins, des recos de bouquins. Ouais. Je trouvais le format hyper sympa. Ouais. Et du coup, je t'ai contacté justement il fait des podcasts en plus. Peut-être qu'on aura un jour l'occasion de se voir. Et donc, c'est arrivé. Écoute, et alors on s'était dit avant de commencer qu'on raconterait des anecdotes. Alors moi j'ai toujours 2-3 anecdotes de merde, je te préviens. Et celle-ci est drôle. Alors moi j'avais un peu planché sur ce contenu-là parce qu'en fait je trouvais que c'était important de faire découvrir souvent des bouquins, des docus, ce genre de choses à une audience un peu large quand on peut. Et j'avais essayé de faire ces vidéos. Ça n'a pas super bien marché. Ouais. Voilà. En termes de reach, en tout cas, d'habitude, ça marche très très bien. Et là, effectivement, j'étais un peu déçu. Après, je trouve que c'est un bon exercice de communication. Hein. Et puis après, honnêtement, je dirais en un mois, j'ai éclaté 25 bouquins, quoi. Tu vois. Donc, alors que d'habitude, 25 bouquins, ça me fait plutôt 6 mois. Mais, voilà. Et c'était sur LinkedIn. C'était diffusé sur LinkedIn, c'était diffusé sur TikTok aussi. Ah ouais, je me rappelle plus où je l'ai. Et sur Insta. C'est peut-être TikTok. Hein. Je voulais évaluer justement un peu les différences de performance, tu vois, de reach, de commentaires, etc. et d'interaction. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'était intéressant. Je le referai probablement pas exactement sous cette forme-là, mais voilà, il y a quelques surprises qui vont jalonner l'année 2024, je pense. Avec plaisir pour se tester d'ailleurs sur des formats comme ça, si t'es partant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a toujours quelques questions qui sont en mode apéro dans le Lundi au Soleil. Le lundi, est-ce que tu le passes au soleil ou au boulot? Écoute, le lundi, je le passe au bureau. Je suis jamais en remote le lundi, déjà. C'est une bonne chose à retenir. Et au soleil, dans le sens où aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, je vais au travail sans boule au ventre. Je suis heureux. Donc, dans le sens métaphorique du soleil, oui. Après, j'habite à Vélizy et je viens bosser à Paris, intramuros. Donc, voilà, quand il y a du soleil, oui. Ouais. Et alors, il y a plein de choses dans cette réponse. Et c'est pourtant, cette question, c'est toujours la même d'épisode en épisode. Et j'ai finalement des réponses assez singulières. Au début, elles étaient toutes assez simples. Tu vois, c'était toujours le même genre de réponse. Mais là, je trouve que ça varie pas mal. Il y a un concept que tu mets dedans qui est le concept de la boule au ventre. C'est vrai que moi, j'ai connu beaucoup de collaborateurs. Mais potentiellement de dirigeants, même des C-level, peu importe, qui effectivement le dimanche sont un peu en mode putain, j'ai une semaine affreuse, tu vois. Alors quand t'es dans la semaine, le mardi, mercredi, t'es déjà avancé. Mais je trouve ce concept de se dire je traîne pas les pieds pour aller bosser, en fait, ça me fait plaisir. J'ai une bonne mission qui m'attend, je me sens investi et je sens qu'il se passe quelque chose, etc. Je trouve que c'est hyper important. C'est lié, je pense, à la notion du stress au travail, qui peut être en fait un stress positif, un stress plus négatif. Moi, dans mon cas, c'est souvent lié à la conscience professionnelle. J'ai une grosse conscience professionnelle qui fait que
je suis tout le temps en train d'essayer d'imaginer ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais pu mieux faire, la perception. Pourtant, je suis quelqu'un maintenant qui n'a plus trop peur du regard des autres, mais j'anticipe toujours l'image que je renvoie, etc. Et donc, je réfléchis beaucoup à ça, d'être validé par mes boss, ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui me recrutent, c'est important. Donc moi, je suis plutôt dans cette phase-là, et j'ai bien conscience qu'il y en a d'autres, ils ont la boule au ventre parce que leur manager, c'est un connard, ils ont un collègue toxique. Moi, j'ai rarement été dans ces cas-là, mis à part quand j'étais en cab, effectivement, où il y avait la pression du chiffre. Et ça. Le lundi matin, c'était une pression commerciale, business. Predicted deals, fallait arriver en disant quel deal tu avais dans la semaine. Mais aujourd'hui, même si je suis heureux, j'ai quand même en gros une bonne boule au ventre parce que je veux juste être bon, être proactif, etc. quoi. Mais c'est finalement quand même une petite pression, c'est-à-dire que, alors je parle de moi, mais moi je suis j'ai une bonne conscience professionnelle, j'aime bien le travail bien fait, et puis j'ai toujours envie de faire mieux, etc. Et finalement, je me suis aperçu que c'était... Tu peux vite te bouffer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Te faire bouffer même, tu vois. Donc, il y a quand même un peu de pression psychologique personnelle, quoi. Alors, j'avais une autre question sur la première réponse que tu donnes. On digresse toujours pas mal dans ce podcast. Yes. Tu dis le lundi, t'es jamais en remote. Est-ce que c'est, j'irais une règle, une charte chez Free, chez Iliad, ou c'est parce qu'en fait, toi, t'as envie d'être en physique Alors, c'est pas alors, la règle, c'est qu'on a 2 jours de télétravail par semaine. Et après, c'est plutôt les rituels d'équipe qui font que le lundi, souvent, il va y avoir des réunions d'équipe. Alors, moi, j'en ai une, par exemple, qui est hebdo, donc je pourrais, une semaine sur 2, ne pas venir. Mais non, j'ai toujours aimé le lundi démarrer ma semaine en me disant que voilà, physiquement je fais l'acte d'aller au bureau parce que je trouve que ça moi personnellement ça m'aide à démarrer ma semaine. Tu démarres mieux ta semaine. Je suis d'accord. C'est vrai que si t'es chez toi le lundi, alors c'est peut-être une idée reçue, mais t'es un peu plus chill, quoi. Ouais. Tu peux te dire, bon, c'est lundi matin. Alors, je suis un grand fan de foot et du PSG. Et donc, effectivement, le dimanche soir, parfois, heureusement, depuis 10 ans, ça va mieux, depuis que les Qataris sont là. Mais je suis déprimé après une défaite du PSG. Et en fait, souvent, le lundi, c'est dur un peu par rapport à ça. Champions League, c'est mardi, mercredi. Donc maintenant, je suis en remote plus de fin de semaine. Là, tu parles à un abonné depuis 20 ans. Donc, je connais bien, mais effectivement, je connais ce blues du dimanche soir sur les défaites pourries, j'ai bien connu ça. Et du coup, à quoi il ressemble ton lundi? Est-ce qu'il est toujours séquencé de la même manière ou il est différent d'un lundi à l'autre? En réalité, c'est vrai que c'est peut-être un des jours les plus normés par rapport aux autres, parce qu'on a une fois par mois, par exemple, tous les lundis, ce qu'on appelle le Welcome Day, donc une journée d'onboarding au niveau du siège de toutes les entités. Donc ça se prépare. Et donc ça, c'est toute entité confondue, les nouveaux collaborateurs qui arrivent? Oui, c'est ça. Donc, vu qu'ils sont parfois un peu partout en France, et donc ils sont nombreux, ils ont leur propre programme d'onboarding dans leurs équipes entités. Une fois par mois, on fait monter une centaine de personnes au siège, et donc il y a tout un programme de cette journée. Donc ça arrive. Pardon de te couper, mais c'est tout type. Ça peut être des installateurs, j'ai une bêtise. Ça peut être. Oui. C'est quel que soit le typologie de collaborateur, seniorité, âge, expertise, etc. On essaye d'ailleurs à chaque fois d'avoir une espèce de Rex, de data pour savoir combien d'entités représentées, quelle typologie de métier. Et puis à chaque fois, on a des personnes qui nous disent ce serait bien de penser à un tel. Et donc on itère un peu au fil de l'eau comme ça. L'idée, c'est que ce soit le plus représentatif possible. Après, c'est sûr que ceux qui sont en boutique, par exemple des conseillers boutiques, de bloquer une journée pour monter, de pas être en prod et tout, c'est toujours un peu des cas, mais tout le monde a priori a la possibilité de venir. Oui, bien sûr, ça représente un coût individuel et collectif aussi. Ok, et donc tu as ça une fois par mois, et sinon le lundi, donc c'est un puis j'ai des réunions, en fait, une semaine sur 2, ça va être une réunion différente avec une partie de mon équipe, ou parfois ça va être avec toute l'équipe, etc. Donc le lundi, pas mal de petites réunions ou des programmes récurrents qui arrivent, et l'après-midi est toujours assez libre quand même, parce que le lundi, les surprises, les petits scuds ou les petites merdes qui tombent ou les trucs à faire tout de suite. Ok, j'entends, cool. Donc, alors, je te propose qu'on fasse une première partie qui est effectivement sur ton parcours. Yes. Qui est effectivement, je le disais en début de podcast, qui est un petit peu différent. Toi, tu avais fait un MBA Street Smart.
Ah, je t'avais dit, j'ai quelques questions un peu coquines. Qu'est-ce que c'est? On a quand même envie de savoir. C'est un truc que j'ai mis à jour récemment en plus. Donc, Ouais. je crois que je l'ai mis à jour il y a 2 semaines. Ah bah Donc, écoute, moi j'ai les bonnes infos. Ouais. Moi j'ai les bonnes infos. Alors pourquoi c'est drôle? Parce que ça, en fait, on en parlera peut-être, mais je faisais du rap pendant très longtemps, avant de commencer à travailler officiellement, on va dire, dans un bureau, etc. Et donc moi, la définition de street smart, pour moi, c'était très proche de quelque chose qui était dans la culture urbaine et la culture rap, la street crédibilité. Donc ça veut dire Bien sûr, hein, vivre les choses pour pouvoir en parler. Être passé par des et donc moi ça me parle plutôt bien parce que en fait et je le mets un peu en contraste avec le book smart. J'ai pas fait de grandes études, j'ai plutôt appris ce métier sur le tas, à la dure. J'étais sales avant d'être recruteur, donc mais qui est la meilleure école très probablement voilà. d'ailleurs de... Oui, c'est l'école de la rue du recrutement, j'appelle ça. Et donc, le côté, le terme même rue et street, donc je me définissais toujours comme quelqu'un de street smart. Et ensuite, pourquoi je l'ai mis récemment? En fait, c'est pas totalement autre chose, c'est assez proche, mais c'est Charlène, qui est aussi une influenceuse RH, Charlène Emery. Bien sûr, que je vais recevoir incessamment sous peu dans le podcast et que j'ai eu au téléphone encore cette semaine. Tu pourras lui parler de cette anecdote, c'est une autre anecdote, voilà. Elle m'a envoyé récemment un court passage du podcast de Do It Yourself, Génération Do It Yourself. Oui, qui est celui de mes anciens associés. Mathieu. Et en fait, c'est Éléonore Crespo, la CEO de Pigment, qui est au micro et qui parle d'une façon dont Xavier a de recruter et pose toujours la question et il cherche des gens street smart. Et en fait, elle m'envoie ça en me disant j'imagine que c'est pour ça que tu bosses chez Free, un peu comme le clin d'œil. Et je lui dis tu crois pas si bien dire. Et je lui ai envoyé le screenshot de mon mail de remerciement à Xavier une fois que je l'avais vu dans le process, où justement une de ces questions c'était moi je cherche des gens street smart, et c'était exactement l'anecdote que raconte Éléonore Crespo, à savoir il m'a dit moi si j'ai un problème avec de plomberie ou un problème avec mes toilettes, il y a 3 types de personnes, ceux qui vont venir me faire une étude de cas des meilleurs plombiers du marché, d'autres qui vont dire attends, en interne je vais aller appeler les services généraux machin, et la troisième personne qui est très street smart, qui va tout de suite aller regarder avec son tournevis et essayer de voir s'il peut faire un truc. Et du coup, j'avais remercié Xavier après le point en disant voilà, si mon numéro c'était un problème de plomberie avec un petit emoji tournevis. Et du coup, j'ai envoyé ce screenshot en disant exactement, c'est marrant que effectivement, donc il l'a pas posé qu'à moi cette question. Elle est extraordinaire cette anecdote, c'est très très drôle. Et du coup, tu as rajouté ça donc sur ton profil. Oui, voilà. Et du coup, je me suis dit MBA. Voilà, moi, j'ai pas d'MBA, j'ai pas de master, j'ai pas fait de bac plus 5, etc. Mais je me suis dit, j'ai un MBA en street smart et je vais le mettre en avant. C'est dommage qu'il y ait toutes pas les expériences et les formations du monde. Ah oui, aujourd'hui, je les changerais pour rien au monde, c'est sûr, mais ça n'a pas toujours été le cas. Des fois, c'était compliqué de pas avoir Mais tu sais, moi, c'est marrant parce que je crois que j'avais déjà évoqué ça dans un épisode, mais moi, j'ai fait des études sans faire d'études, c'est-à-dire que j'ai fait une maîtrise d'anglais, une maîtrise d'éco, mais j'allais jamais. Enfin, moi, j'étais en pension avant, donc je suis arrivé à la fac. J'ai compris que tu n'étais pas obligé d'aller en cours. J'ai fait OK, c'est parti quoi. Donc j'allais jamais en cours. Et donc bon, le premier semestre, je me suis un peu fait mal. Et puis après, je me suis dit je tape juste à la maison le minimum. Et puis c'était finalement assez facile. Et après, j'ai fait une école de commerce. Et alors là, pour le coup, j'y suis jamais allé. Enfin, j'y suis allé vraiment le minimum possible parce que je bossais en fait. Et je bossais, et moi elle était à Reims, je bossais à Paris, et donc je bossais pas mal, tu vois, je faisais plein de trucs différents, tu vois, je bossais sur des émissions de téloche, sur l'accueil, j'étais voiturier, enfin franchement j'ai fait des jobs assez variés, et finalement en fait moi c'est ces jobs-là qui m'ont appris le plus. Tu vois, parfois je commençais tu vois, à 8h, je terminais à 2h du mat et tout. Et en fait, je trouvais qu'à l'école, finalement, notamment dans les écoles de commerce, je trouvais que c'était d'ailleurs prohibitif en termes de prix et que c'était pas accessible pour tout le monde, un. Et puis deux, j'ai trouvé que sincèrement, la qualité de l'enseignement était pas folle, tu vois. Et alors j'espère que les boss de Sub de Corin n'écoutent pas, ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Et en fait, moi, le seul truc que j'ai vraiment appris, c'était de bosser en équipe. C'est vrai que, tu vois, quand tu bosses dans un magasin, c'est un petit peu différent, tu vois, et tout, mais à l'école, tu avais vraiment des projets, équipes, etc. Mais globalement, alors je le dirais pas comme ça à mon père, parce que c'était lui qui m'avait subventionné cette école, on va dire, mais c'est vrai que
c'est pas le vrai game changer, c'était tous les tafs que je faisais à droite à gauche, c'était pas du tout l'école quoi. En plus t'es un peu déconnecté quand tu es dans une école de commerce quand même. Les mecs ils voulaient tous être auditeurs, gagner des milliers, des cents, machin, et déjà à l'époque je me disais waouh, ça pue un peu votre affaire quoi, tu vois. Ah, c'est pour ça, je pense qu'il y a toujours eu, de toute façon, la complémentarité des expériences en entreprise, des stages, des apprentissages et et l'alternance qui devient de plus en plus présent parce que je pense que les gens ont compris aussi que la réalité du terrain, des fois, elle est 100 fois plus rapide en fait en cours de c'est exponentiel quoi par rapport à quelque chose qui est assez linéaire complètement. en allant une fois par semaine à un cours de 2 heures Et alors, moi, je reviens juste sur un point. Je le mettrai pas dans l'épisode, mais j'ai retrouvé une photo de toi absolument extraordinaire en costume cravate. Magnifique, elle est magnifique. Je peux garder. Hein, et c'était, moi, je pense qu'elle doit avoir 10 ans, tu vois, et tout. Non, je préfère beaucoup plus ton style maintenant. Et enfin, moi, il doit y avoir quelques dossiers sur moi aussi sur Google. Et en fait, la question que j'ai, c'est... T'es passé assez récemment par Doctolib, là aujourd'hui t'es chez Free, qui sont des boîtes quand même avec des cultures qui sont très fortes. Mais t'as fait aussi des cabinets IT, t'es passé par Aston Cart, Robert Walters, t'as fait des cabinets de conseil aussi. Qu'est-ce que ça t'a appris, juste ces passages-là? Parce que souvent, c'est des rythmes, effectivement, tu me le disais d'ailleurs avant de commencer, c'est des rythmes un peu sportifs, c'est assez réglementé, enfin c'est structuré, etc. Qu'est-ce que ça t'a appris? Bah c'est effectivement je dis tout souvent que j'ai 10 ans en cab et conseil et 10 ans plutôt en entreprise. Les deux sont évidemment super importants et les deux m'ont construit sur qui je suis aujourd'hui professionnellement parlant. Mais j'ai démarré en cabinet dans un milieu hyper codifié que je connaissais pas. Donc en fait moi je me suis fondu dans la masse là-dessus. J'ai mis mon premier costume pour mon premier entretien dans ce cabinet à Carter qui ouvrait à Paris, un cabinet londonien. Et en fait, pendant très longtemps, j'y ai appris quand même plein de choses, notamment ce que c'était qu'une DSI, l'IT, enfin déjà, l'entreprise était un concept très flou pour moi. Parce que, tu vois, pour moi, il y avait tu vois, les jobs du quotidien que j'arrivais bien à voir. Mais que tu arrivais à matérialiser. Oui, à matérialiser. Et du coup, il y avait les produits de ces entreprises, mais les entreprises derrière leurs portes de bureaux, je comprenais pas. Il y avait des départements différents, le fonctionnement et tout ça. Et en plus de ça, il fallait commencer à faire de la prospection, appeler des DSI, des DRH et de faire tout ce théâtre. En fait, j'ai compris que c'était beaucoup de théâtre. En fait, c'était des rôles et voilà. Et donc, je dis souvent, je portais le costume dans tous les sens du terme. C'était vraiment ça. Et donc, mais pourtant, j'ai commencé à kiffer parce que je commençais à trouver un truc dans lequel j'étais bon, quoi. De faire de la prospection, de faire des deals, de faire du business pour la boîte. Et donc ça, c'était vraiment... plutôt en plus l'âge d'or, c'était dans les années 2000, tu vois, donc c'était l'âge d'or encore de l'IT, des grands ERP, des gens qui, enfin même si encore aujourd'hui ça... Oui, mais c'était le cas, c'était les grosses machines, tu pouvais faire des énormes projets, mobiliser je sais pas combien de consultants et de techos sur le sujet, quoi. Et après, c'est vrai que la limite, c'était très binaire. C'est-à-dire que j'avais mon client, dans le recrutement, j'avais mon candidat, mon client, et moi, j'étais comme une boîte aux lettres, et donc très binaire, très transactionnel. Bicéphale, mais tu avais la sensation juste de passer l'info, transférer, tu digérais pas à peine le truc, etc. Ouais, il y avait un paradoxe entre ce côté très théâtral de oui, on est là en conseil, advisory, on vous envoie une synthèse de ci, de ça, des précos, machin. En vrai, c'est complètement trompette. Voilà, après je dis pas évidemment qu'il y a plein il y a des relations qui se créent avec certains clients et tu as vraiment un impact sur eux, etc. Mais dans les faits, je me doutais pas que j'allais voir à quel point côté entreprise, une fois que quand je dis entreprise, tu passes du conseil à l'entreprise en interne, la vraie collaboration commence. Les vraies discussions d'égal à égal. Oui, quelque chose d'assez finalement assez profond, assez sincère. C'est ça, c'est ça. Ou parce que en gros, on est tous sur le même bateau. Alors après, on en parlera peut-être, la perception du bateau RH versus le bateau business, il est pas acquis, mais au moins on a passé un cap de l'authenticité. Effectivement, on a enlevé une couche de l'oignon, quoi. Et après, en plus, je suis arrivé dans des boîtes tech, des boîtes SaaS tech, Axway, puis Doctolib. Doctolib, ça a été
incroyable en termes d'impact sur ma façon de voir le taf, le management, le leadership, la data, enfin tout, ça m'a un peu révolutionné tout mon bagage, quoi. Et aujourd'hui, dans des cultures très fortes aussi. Doctolib a une énorme marque. Free, c'est incroyable aussi. Donc je suis au final très heureux de l'ensemble du parcours, quoi. Et alors, merci déjà pour ce premier partage. Comment t'es arrivé chez Doctolib, du coup, juste pour bien comprendre, parce que il y a effectivement, on parle de data, et c'est vrai que Doctolib, c'est aussi pas mal de data, etc. On parlait de SaaS tout à l'heure et tout. Ouais. Mais c'est quoi? T'es allé les chercher, tu t'es dit c'est la boîte qu'il faut, tu commences à être visible, parce que tu faisais pas mal de trucs aussi. Alors pas du tout. J'étais chez Axway, effectivement, où on était avec une équipe où on faisait déjà à l'époque, effectivement, on a créé un compte Insta, on faisait des choses un peu différentes, ce qu'on peut appeler marque employeur toujours aujourd'hui, mais on faisait du contenu, mais on s'amusait en fait sans trop. J'avais aucune connaissance du monde startup. C'est-à-dire que j'étais passé du monde conseil où je bossais avec surtout des 440, etc., à un monde entreprise, Axway, voilà, ça reste un SaaS, boîte tech, mais c'était pas une start-up, quoi. C'était une boîte qui était là depuis 15-20 ans. Machine, c'est Sopra derrière, etc. Donc, voilà, et en fait, j'ai été contacté par un cabinet qui m'a contacté pour Doctolib. Et je faisais partie de ceux qui confondaient Doctissimo et Doctolib, qui se disaient c'est tellement ça. Non mais tu vois, j'étais ultra loin de savoir la machine que c'était Doctolib déjà à l'époque, en 2016-2017. Et du coup, je commence à rentrer en contact via ce cabinet, parce que j'arrivais à un moment où chez Axway, je commençais à me poser des questions, etc. Et en fait, j'ai rencontré ce monde-là, avec les founders, les VC, les locaux, le sens des détails, de la réciprocité, des valeurs que tu essaies d'apporter tout de suite. La culture de l'excellence du service. C'est excellent. Voilà. En fait, voilà, tu l'as très bien dit, c'est la culture de l'excellence. J'ai mis des faits concrets sur ce qu'on peut, le niveau d'ambition que tu peux mettre sur des sujets. Et donc, j'y suis arrivé et je connaissais pas du tout ce monde. Mais du coup, c'est pas évident parce que tu arrives là, tu es un peu droppé sans filet, quoi. Du coup, il faut être hyper adaptable quand même, l'air de rien. Oui. Et ça, c'est là où tu reviens sur heureusement que tu es passé en cabinet, heureusement que tu es passé à l'école un peu à la dure, où tu t'adaptes toujours à 1000 clients et prospects différents par jour, etc. Et donc, la capacité d'avoir cette prise de recul et de se dire, bon, je comprends pas, mais et puis bon, faut que ça compile vite quand même dans ces environnements-là. Bien sûr. A priori, j'imagine qu'ils m'ont choisi aussi parce qu'ils ont fait ce pari-là sur moi, que j'allais vite m'adapter. Mais tu vois, même ma vision de l'IT et de la tech était encore un peu différente du niveau de l'IT et de la tech que j'ai pu. Le VP Engineering à l'époque. Différente, tu veux dire genre pas assez avancée, peut-être un peu à l'ancienne ou Oui, tu vois, on peut se le dire. C'est que j'avais une vision, et encore, ça peut paraître péjoratif pour le côté DSI à l'ancienne, etc. À la papa, des développeurs informatiques un peu à la papa, etc. Des technos, et d'avoir une vision d'un développeur, d'un product développeur, de quelqu'un qui a une vision et produit et code, et que le code, même les notions du clean code, du TDD, toutes ces choses-là, j'allais pas venir et tout de suite dire moi je sais et je vais aller chercher ces gens-là. Et donc le VP Engineering, en fait, il m'a rencontré une fois que j'avais déjà signé mon contrat, mais on m'a dit viens, va le voir quand même avant que tu arrives. Et je pense qu'il s'est dit what the fuck, genre, merde, pourquoi ils ont pris ce gars-là, tu vois. Il arrive. Mais toi tu lui as dit ok, je vais bien m'affranchir. Maintenance, non mais ce profil-là on le connaît bien. En plus le bagou du consultant bien évidemment, qui dit qu'il connaît alors que bon, il dit des buzzwords et tout. Enfin, c'est toujours, ce théâtre-là existe encore, mais je suis pas devenu un expert des sujets pour autant, mais et en fait on en parle souvent, au bout de quelques années, en fait, j'ai très vite switché, j'ai compris le truc, et en fait, j'ai kiffé parce que ça m'a permis de retrouver tellement de points en fait que je cherchais sans trop le savoir, des impensés dans mon esprit sur le monde de travail que je voulais retrouver, quoi. Non. Et t'es allé t'abreuver en fait de toutes ces personnalités-là en fait qui sont venues finalement de partager aussi leur savoir, leur passion du taf aussi. Et puis la structure, comme je disais, le côté T-shape du recrutement, comme on dit beaucoup aujourd'hui, d'apporter des notions du marketing, de la data, de la structure, était très salutaire pour moi.
Et avant de passer sur l'histoire, sur l'aventure Free, je crois qu'il y a une rencontre que tu avais faite avec Mathieu Birac, je crois, qui était assez fondatrice. Bah, Mathieu, en fait, ça a été mon boss pendant une grande partie de mon expérience chez Docto. Au départ, on s'est rencontrés. C'était pas lui qui t'avait recruté, du coup? Non, ouais. En fait, moi, c'est Agnès Bazin qui était la directrice développement, growth et RH aussi à l'époque. Et en fait, au bout d'un an, ça a basculé. Matt, il était aussi dans l'équipe. Il s'occupait du développement plus international et notamment sur l'Allemagne. Donc, on était collègues. Et en fait, mais on se côtoyait plus en mode collègue. Et puis après, on a fait la bascule où il a pris le rôle de CPO, Chief People Officer. Et ouais, je pense que en fait, déjà, on en parle souvent en off. On en a jamais parlé ensemble déjà, mais même publiquement. Mais c'est pas anodin d'avoir un noir et un basané qui sont à la tête de sujets importants dans une boîte de la Startup Nation. Complètement. En fait, et je dis basané parce que je suis et pas même arabe, pour sinon j'aurais dit le meilleur terme arabe, mais c'était je suis iranien. Donc plus que c'était même, enfin c'était marginal quoi, presque. Oui. C'était extrêmement rare. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on s'en est jamais, on n'a jamais fait état de ça. Mais du coup, on avait des connexions parce que forcément, nos parcours avaient des similitudes à ce niveau-là. Et puis on avait une façon de bosser qui matchait très bien. Je pense qu'il m'a apporté un truc qui est très cool sur ce qu'on peut attendre justement d'un leader, c'est que dans des boîtes en hyper croissance, souvent l'impact sur le management s'en retrouve un peu détérioré, quoi. Oui, alors là-dessus, heureusement, de manière générale, même si sur une boîte de 3000 chez Doctolib, tu auras toujours des gens qui vont dire ouais, moi mon manager c'est un bâtard, machin, etc. Bien sûr, parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, etc. Mais globalement, le leadership au plus haut niveau était d'un très bon niveau dès le début chez Doctolib. C'est incroyable. Et en fait, la complexité, c'est le temps, c'est que tout doit aller vite parce que tu as cette contrainte de temps, une hypercroissance, et en même temps de gérer la complexité parce que ton sujet devient de plus en plus complexe, plus tu veux avoir des ambitions différentes. Et là où Mathieu m'a beaucoup aidé, c'est sur la prise de recul, de rapidement prendre un sujet qu'il ne connaissait pas forcément dans le détail et d'en enlever une complexité pour moi afin de me donner une décision presque, de me faciliter une décision pour aller vite dans un sujet et de casser le problème en plusieurs en plusieurs briques, etc. pour que tu puisses te concentrer sur une décision en particulier, passer à la suite, etc. Ouais, carrément. Ouais. Et ça a été hyper fondateur du coup. Ouais. Mais c'est vraiment du management aussi en fait. Oui, parce qu'en fait ces moments-là, en fait tu peux, bien sûr que ça passe par ça peut être dans des documents de playbook, de manifesto d'une boîte, dans des rituels, dans des outils, bien sûr. Je me marre parce que c'est des playbooks, j'y crois, c'est bien, mais moi j'ai toujours le syndrome du bouquin qui prend la poussière. On en parlait avant de commencer en haut de l'étagère. Ah oui, des fameux. Moi tu passes beaucoup de temps à créer un truc. Je peux faire un truc qui soit hyper opérationnel et qui soit limite pas écrit, mais tu vois, où les gens se disent ok, je connais le process, je le fais, etc. Et effectivement, le management, pourquoi c'est important là-dedans, c'est qu'en fait les rituels du management te permettent d'avoir ces temps de prise de recul très rapide pour tout de suite te remettre dans l'exécution et de faire vivre justement ces sujets-là. Et donc les 101 notamment, c'était principalement des 101 qui étaient très bien préparés via Asana, etc. Donc ça dépilait et à la fin tu avais une liste d'actions très concrètes sur lesquelles tu pouvais commencer à bûcher, etc. Et donc la magie est évidemment dans l'exécution et pas dans la formule magique. Il n'y a pas de formule magique, c'est que l'exécution. Donc il n'y a pas de secret. Tout ce qu'on fait est de toute façon déjà fait par d'autres et documenté sur YouTube, etc. Exactement. Maintenant, c'est sûr, plus que jamais. Et du coup, je passe à la suite. Donc il y a cette aventure Doctolib qui est, on le disait, assez fondatrice. Moi, j'aime bien ce mot-là. Et derrière, tu arrives chez Groupe Talent Lead, chez Free. Ouais. Et ça, comment ça s'est fait? Ça, c'est vrai que c'était un move qui n'était pas ni prévu et je pense que c'était pas. Ils sont souvent les meilleurs d'ailleurs. Ouais. Personne ne pouvait vraiment deviner que après, tu vois, la grosse startup scale-up, hyper croissance, etc. Que je fasse un choix plutôt grand groupe. Alors après, Free, je pense qu'il y a, même si des gens vont le mettre dans un grand groupe, il y a
tous ceux qui connaissent Free et l'ADN de Free, son fondateur, c'est pas SFR, savent très bien. Voilà, ouais, exactement. Et on va y venir. C'est aussi l'ensemble de ça. Mais en gros, moi, j'arrivais à un truc. Je faisais à l'époque beaucoup de parallèles entre l'urgence écologique entre guillemets. Et je suis pas du tout un expert sur le sujet et presque, j'ai envie de dire, pas très exemplaire. Mais en tout cas, j'arrivais à bien conceptualiser l'urgence écologique et le parallèle à faire sur le besoin de développement durable dans les boîtes, quoi. Oui, d'un point de vue spécifiquement people. dans les RH, Et de ce que j'appellerais de sustainability parce qu'en fait, l'hypercroissance t'amène à faire toujours les mêmes choses avec les mêmes personnes, avec la même façon, et les autres, parce qu'ils ont vu que ça a marché, font exactement la même chose que toi, et en fait, tu génères et donc, je peux prendre un exemple très concret, c'est sourcer de la même manière, au même endroit, les mêmes profils, des mêmes boîtes. Et donc, en fait, d'autres boîtes qui font ça réussissent et du coup, ça crée ce cercle vicieux. Et en interne, de bien voir que les talent pools, et donc pourquoi je fais le parallèle, c'est que c'est un peu les gaz à effet de serre, les émissions des gaz à effet de serre, c'est ce qu'on produit pour creuser toujours dans les mêmes talent pools. Les talent pools, on le voit bien, sont pas extensibles il y en a de moins en moins, etc. C'est toujours complexe. Et ce sujet on parle beaucoup de la pénurie. Moi, j'ai un problème avec le problème de la pénurie des talents. La guerre des talents, à la limite, j'accepte un peu plus, mais la pénurie... Moi, j'accepte pas. Mais Non, mais en fait, dans le sens... Pourquoi je vais te dire? Parce que je parle pas de pénurie, mais de compétition et de compétitivité. Et dans le concept de compétitivité, la guerre, à la limite, bon, faut y aller, il faut se battre contre des gens. Mais pourquoi c'est ça? Côté candidat. Oui, côté candidat, parce qu'en fait, vu que j'ai bossé en cab pendant très longtemps, on nous appelait souvent en pompier sur un sujet de pénurie ou de rareté de profil. Et donc pendant très longtemps, moi j'avais internalisé ce truc de ma mission, c'est de trouver des gens rares qui n'existent pas, un biostatisticien à Lyon qui parle 3 langues différentes, qui parle 3 langues. Sauf que ça, dans la réalité, de la plupart des gens qui ont du mal à recruter, c'est pas ça. C'est pas une question de pénurie. C'est une question de besoin. En fait, leur niveau d'exigence n'est pas en phase avec ce qu'ils sont capables d'avoir, ou bien il faut qu'ils acceptent d'attirer les gens avec des armes différentes. Et donc, tu rentres dans un sujet de compétition. Et c'est pas que dans ton supermarché, il n'y a pas de pâtes. C'est qu'il y a des pâtes, mais tout le monde arrive à la même heure, au même rayon, etc. Et donc, il faut, pour continuer dans des analogies c'est comme si le problème n'est pas une question de trouver de nouveaux puits de pétrole, etc. C'est comment est-ce qu'on réfléchit à passer à une alternative, exactement. À une alternative. Et en fait, parce qu'en fait, le paradoxe, c'est que tout le monde recrute en start-up, mais principalement dans une entreprise qui vend quelque chose, des gens qui produisent et qui développent par exemple un SaaS, des développeurs et des gens qui le vendent. Donc les gros métiers en tension, c'est les sales, les développeurs, les sales, les développeurs. Le paradoxe, c'est qu'on est dans une génération qui n'a jamais vu autant d'alternatives pour se former à du sales ou à du développement via des bootcamps, via justement du self-learning, etc. Et avec des niveaux de qualité d'ailleurs assez différents finalement. Et c'est ça le truc, c'est que c'est comme le passage à l'électrique ou à l'hydrocarbure, enfin les trucs à l'eau là, machin, etc. C'est que le sujet doit pas être de dire ouais mais ça marche pas donc c'est nul et puis de toute façon tu brûles plus d'énergie en faisant le lithium que machin, etc. Oui, mais du coup, il faut faire en sorte que cette solution-là marche. Donc, innovons, cassons ces barrières mentales que de se dire, vu que ça marche pas, allons trouver un autre puits de pétrole, tu vois. Et c'est vraiment ça. Et donc, pourquoi je digresse pourquoi? Parce qu'en fait, c'était pour dire pourquoi Free. C'est que, en fait, j'avais eu un peu une boulimie de ce truc de cette façon de faire, de cette course avec les mêmes choses. Et je sentais, moi, inefficace et puis où tu tournes un peu en rond aussi quelque part. Ouais, carrément. J'avais eu des offres d'autres scale-up qui en gros, ils disaient arrive, il y a une boîte, on veut être le meilleur, on a des ambitions, on vient de lever, machin. Enfin, c'est même pas lever, c'était des gros scale-up, donc ils étaient déjà très avancés. Refait des doctos bis, quoi. Et moi, ça, en fait, ça m'excitait pas du tout de refaire ça. Bien sûr. Et Free, c'était les seuls, quand je leur ai parlé, c'est pas que ils avaient ma vision, hein. En fait, le sujet, c'est qu'ils avaient pas forcément, ils avaient beaucoup d'impensés sur le sujet.
il voulait faire. Justement, il voulait préciser. Voilà, il voulait leur commencer vision, à quoi. réfléchir sur le sujet, professionnaliser des trucs qui n'avaient pas été faits depuis longtemps. Et en fait, je me suis dit, ah, mais là, pour le coup, c'est un terrain de jeu vachement sympa parce que tu as des gens qui n'ont pas encore, qui ont d'autres billets, et on pourra en parler, mais qui n'ont pas ces billets-là, en tout cas. Et surtout, qui ont l'ADN de Free avec un pragmatisme, une recherche de la simplicité, un côté hyper autonomie des gens, des orgas hyper flat. En entretien, beaucoup de leaders m'ont dit, voilà, chez nous, il n'y a pas de réunion, fais pas des slides, il n'y a pas de slides. Il y a des indices comme ça qui m'ont dit, ah, j'ai pas encore entendu ce discours-là, et c'est pas une boîte inconnue, machin, c'est Free. C'est Free, pour moi qui sors de la Startup Nation, c'est la maison de Xavier, tu vois, et donc en fait, c'est tout ce truc-là qui, pour certains, quand je dis, ouais, je vais aller bosser chez Free, tout de suite, ils comprenaient pas, mais une fois que tu as dit tout ça, qui sont des signaux forts, quoi, finalement. Ouais, c'était genre presque l'alignement des planètes. Et donc là, c'est pareil, c'est un cabinet qui est venu me chercher, mais voilà, si on croit au destin, c'était vraiment le bon endroit au bon moment. Et le troisième élément, c'est que on en a parlé, de cette recherche d'authenticité qui arrive. Moi, plus j'avance dans la carrière, moins je transige sur cette capacité à se dire, vas-y, je suis moi-même. Et bon, ça plaît pas, mais j'assume et je suis prêt à assumer. Si ça marche pas, etc. La tolérance au risque, la prise de risque, d'être toujours un peu outsider, challenger, communiquer différemment. Comme on a dit, Free, c'est pas Orange, c'est pas SFR, c'est pas Bouygues, c'est pas les autres grands opérateurs télécoms, c'est le troublion. Et donc ce côté rebelle, troublion, prise de risque. C'était une intuition parce que tu as toujours ce que tu penses d'un produit et d'une boîte, mais je l'ai retrouvé très vite aussi en interne. Oui, et puis ça matchait avec aussi ta personnalité. Juste là-dessus, ce côté effectivement capacité à prendre des risques, être un peu pas différent, c'est pas le bon mot, mais justement être nature peinture aussi. Ça, c'est quelque chose, tu crois, qui est important à la fois au niveau personnel, ça j'en suis convaincu, mais au niveau professionnel, quand t'as un job qui est lié au RH, que t'es dans le recrutement, dans la FIDE, ce genre de choses? Oui, c'est pas simple parce que j'ai conscience de plus en plus, à force de prôner l'authenticité et d'être face à des publics très différents avec des maturités différentes, le message, je fais attention parce que moi, en plus, je suis le premier à dire, quand j'ai commencé à bosser, je suis fondu dans la masse. J'ai pris les codes qu'on m'a imposés et mon objectif n'était clairement pas de dire attendez, moi, voilà qui je suis, il faut m'accepter comme ça. C'était plutôt, j'en dis le moins possible sur moi et qui j'étais et machin, et je veux juste justement, je blend in, quoi. Voilà, genre, faut pas ressortir du lot, quoi. Et donc, justement, tu rases un peu les murs pour ensuite. Et donc, j'ai dit ça récemment dans un autre truc, une discussion d'un autre projet qu'on prépare. Mais tu vois, tout le côté un peu street, rap, street art, parce que j'ai fait aussi pas mal de street art et etc. Enfin, on en parlera post-épisode, mais c'est pas mal branché graphe, bien sûr. En fait, j'ai fait plutôt et tu vois, on parlait de street art. C'est pas que j'étais street art, je faisais j'étais un peu vandale dans les trains, on va dire, dans ma jeunesse. Et donc, je connaissais le fait de faire des tags, plus que des graphes d'ailleurs. Et j'ai rencontré le monde du street art galerie chez Robert Walters, dans un monde un peu plus feutré, etc. Et je me suis dit, ah ouais, ce truc-là, en fait, c'est un vrai monde qui existe, etc. Et en fait, bien sûr que j'ai pas tout de suite, chez Robert Walters, arrivé en mode, ouais, moi, je suis un rappeur, je fais du street art et tout. D'ailleurs, ça aurait créé un peu... Je pense que ça aurait été contre-productif parce que les gens avaient déjà des a priori, entre guillemets. Tu vois, il y en avait pas beaucoup qui ressemblaient physiquement à moi avec mon style chez Robert Walters à l'époque, quand je suis arrivé. Et surtout, en fait, une fois qu'ils avaient vu, ah ouais, il est bon, ah ouais, c'est un bon manager, ah ouais, il fait des trucs, c'est un bon gars et tout, il y a eu une œuvre de charité à un moment donné où il fallait chacun faisait un atelier. Et à ce moment-là, j'ai ouvert, entre guillemets, cette partie d'authenticité de moi qui, pour le coup, était un espèce de truc décuplant. Parce qu'en fait, là, tu avais déjà le buy-in des gens qui savaient que tu étais bon, qui étais balisé, machin. Et donc là, et du coup, il faut quand même, l'authenticité, c'est pas genre tout de suite tout déballer, c'est
il y a une stratégie quand même à avoir, de se dire face à qui je suis, à quel moment de maturité, de self-awareness j'ai pour pouvoir assumer ce truc-là. Moi, j'étais pas prêt à assumer mes clips de rap quand j'étais plus jeune au début. Aujourd'hui, je peux expliquer, mais encore, je ne mettrai pas tous les liens, mais aujourd'hui, je suis prêt parce que j'arrive à expliquer comment tout ça a construit qui je suis aujourd'hui, quoi. Ouais, je trouve que c'est très intéressant. Merci pour cette partie de témoignage-là. Je trouve que c'est très cool. On revient un peu dans le dur, même si on va encore digresser, je te rassure, comme d'habitude. Quelle est la différence entre un groupe talent lead chez Free et un DRH de Free, du coup? C'est une question qui paraît con, mais finalement, c'est une grosse structure, tu l'as dit, donc l'idée, c'est un peu de situer. On me pose souvent la question, et en fait, parce que déjà, talent lead, talent strategist, etc., c'est des termes qui sont très flous, qui existent un peu, si tu as envie de le mettre, sur mon contrat de travail, je crois que je suis groupe talent manager ou un truc comme ça. Ce qu'on peut de plus en plus voir dans des boîtes qui, justement, créent ce genre de rôle, c'est l'équivalent serait Chief Talent Officer, tu vois, dans des boîtes. Et en gros, la Chief différence... People Officer un peu aussi. Alors, justement, la différence entre Chief People Officer qui est plutôt DRH et Chief Talent Officer qui est... s'orienter sur le recrutement. Sur les talents au sens large. Donc, en gros, moi, ce que je ne gère pas, et c'est plus simple comme ça à comprendre, c'est que dans tout ce qu'on peut imaginer dans une DRH, ce que je ne gère pas du tout, c'est la paye, les relations sociales, le reporting social, le SIRH. C'est non seulement que je le gère pas, mais de toute façon, chez Free, on a des entités avec des RH qui sont assez autonomes sur ces sujets-là. On a une DRH groupe côté Iliad. Moi, je suis chez Iliad, en réalité, donc la maison mère des entités Free. Et donc, je suis rattaché à la DRH Group qui a l'ensemble du scope, donc tous les éléments que j'ai cités et que je ne gère pas du tout, et ensuite les éléments que je gère avec elle qui sont des sujets talent, et donc c'est le cycle de vie talent, et on en viendra un peu sur comment tout ça maintenant est une histoire, et qu'avant peut-être il y a encore quelques années on parlait de la formation, du recrutement et du développement des talents différemment. Donc c'est comment on attire, comment on recrute, comment on onboard, comment on fait grandir les gens d'un point de vue stratégie, parce que je ne suis pas opérationnel sur une boîte de 17 000 collaborateurs, évidemment. Ouais, c'est ça. Et alors, moi, je vais pas dire je balance, mais je recevais Sarah Ben Hallel de Conto, je sais pas si tu vois qui c'est. J'aime beaucoup. Alors, j'ai vraiment une rencontre, c'était une rencontre assez forte, si elle nous écoute. Et en fait, ça commence, c'est une grosse boîte, Conto, tu vois, ça commence, il y a une machine et tout. Et ils avaient vachement verticalisé et siloté un peu, tu vois, la fonction RH au sens large. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement un côté très talent, un côté très recrutement, un côté très fidé, un côté très people, un côté très paye, très machin, très truc. Bon, alors, sur le papier, ça avait l'air de plutôt pas mal fonctionner, etc. Mais j'avais quand même, moi, tu vois, je me disais qu'il y avait une limite sur la capacité de transversalité de l'information et d'avancer tous ensemble, tu vois. Et elle m'avait dit, effectivement, faut que ça soit... c'est un travail un peu énervé, que tout le monde soit aligné pour avancer en même temps. Et pas plus tard que... C'est la semaine dernière, où il y a 15 jours, on se retrouve un peu dans une boîte dans ce style-là avec Charlotte, qui est mon associée sur la Freshmark Employer. Et on voit quelqu'un du change, et on voit quelqu'un de la marque employeur, etc. Bon, qui sont finalement des sujets proches, qui ne sont pas les mêmes sujets du tout. Mais il n'y avait pas le même niveau, tu vois, d'avancement sur le projet, tu vois, même la même temporalité sur, voilà, mes prochaines étapes, c'est ça, etc. Et je me dis... Est-ce que justement ce côté, tu vois, un peu atomique, tu vois, il n'est pas presque risqué ou contre-productif? Non, c'est super intéressant parce que c'est un truc qui est souvent un casse-tête. Moi, je viens d'une école de la spécialisation, donc tu vois, tu veux mieux recruter en cabinet et tu dois avoir des offres de spécialisation, et donc voilà, tu connais tout ce sujet. C'est pour ça que je me suis très rapidement spécialisé dans la tech, et dans la tech, évidemment, tu as le dev, tu as l'infra, tu as la sécu, tu as machin, etc. Et donc l'hyper-spécialisation, comme on dit, et quand même, ça a souvent été synonyme, tu vois, de la bonne solution pour moi. Et donc, quand je suis chez Doctolib,
on a très vite effectivement spécialisé les sujets entre le recrutement, entre le people dev, entre l'onboarding, entre après normal, paye, SIRH, etc. Tout ça, c'est des expertises qui sont difficiles de pas spécialiser. Mais effectivement sur ça, c'est plutôt du support d'ailleurs, ça, hein, presque. Oui, et bon, c'est un peu péjoratif, mais effectivement, ça peut être plus. Voilà, on peut simplifier le débat comme ça. Mais sur ces équipes-là qui effectivement racontent quand même normalement une même histoire. L'histoire, elle était là dès le début, par exemple chez Doctolib, parce que on était une petite équipe et donc petit à petit, en rajoutant des briques et en se spécialisant, on pouvait maintenir la bonne histoire et donc le même niveau d'objectif. Et vu que c'était une boîte très structurée, par contre, la complexité de collaboration devenait et donc l'exemple que je prends souvent, c'est que moi dans mon équipe, je suis allé un peu plus loin en plus parce que on avait des recruteurs 360, donc ce qu'on appelle 360 recruiters, qui font du recrutement du brief au closing, et on a mis en place un système à 3 têtes entre le sourcing, le recrutement et la coordination. Donc il y avait 3 spécialisations, mais je prends l'exemple principalement du sourcing qui a commencé à créer forcément des frictions parce que il y a du changement entre des gens qui avant avaient des responsabilités, il faut commencer à les définir différemment. Il y a la perception de ce que ça peut donner si mon intitulé change. Il y a le niveau d'ambition et d'excellence va souvent avec, tu veux que ton histoire elle tombe juste, chaque note tombe juste partout et que personne se dise oui mais là il y a de l'incohérence. Ce qui est bien évidemment, et un leader doit être cohérent et consistant, mais si tu veux absolument être cohérent 100% du temps et à côté créer beaucoup de complexité tout le temps, enfin quand je dis complexité de niveaux de lecture différentes, on était arrivé à un point, pour moi, ça avait créé de la fragilité dans des personnes qui avaient des attentes en plus. Typiquement, il y avait presque une sous-culture du sourcing, une sous-culture de l'équipe du coup, c'est ça qui crée aussi un peu, pas de la dichotomie, mais bon, qui éloigne, quoi. Ça peut éloigner. Et en fait, ce truc-là est différent pour moi parce qu'à la base, ça passe d'un niveau de maturité très forte et d'excellence très forte qui t'amène à siloter versus d'autres grands groupes entre guillemets qui par impensé ou qui par juste niveau de maturité pour le coup et de compétences différentes vont avoir des silos qui se comprennent pas ou qui se parlent pas, etc., ou qui voient les sujets RH parfois de manière un peu caricaturale. Donc il y a une petite différence, mais de manière générale aujourd'hui, je trouve que je revois ma copie sur la spécialisation. Et pourquoi ? Parce que le monde a changé. Non, mais tu vois, il y a quand même pandémie qui est passée par là. Bien sûr. Et en fait, souvent les gens ils retiennent pandémie à créer remote. Oui. Enfin, il y a plein de boîtes qui le faisaient avant aussi. Il y a plein de boîtes qui faisaient ça, et la lecture qu'il faut avoir, elle est sur plein de niveaux. C'est que le remote, effectivement, a créé un besoin de connectivité plus fort, et une accélération des outils de transformation digitale en interne. Oui, qui n'était pas au niveau. Qui d'ailleurs a créé une pression encore plus forte sur les profils IT, les fameux pénuries. Et donc la perception de pénurie, je pense, vient aussi un peu de ça. Mais surtout, derrière, elle a créé pour les mondes startup scale-up des gens qui ont fait des gros layoffs, des gros licenciements. Pour les boîtes qui étaient plutôt stables, ont dû réfléchir quand même à peut-être recycler. Le terme recycler est pas, mais bon, on était dans l'écologie, donc ça va. Mais restructurer, reskiller, comme on dit, un peu différemment les compétences. Exactement. Se dire voilà, si j'ai moins besoin de sales sur les 6 prochains mois, comment ces sales vont aller en support client, les recruteurs c'est des bons sales aussi, est-ce que je peux et donc en fait troisième point, c'est que je pense que tous ceux qui se sont dit pourquoi Covid est arrivé, est-ce que c'est, tu vois, je rentre pas dans des débats politiques, mais est-ce que c'est la mondialisation, est-ce que c'est le fait que nos systèmes de santé sont pas assez bons, est-ce que ça veut dire que la planète, l'écologie et demain si ça machin, c'est que ça a créé de l'anxiété ou une prise de conscience quand même très forte sur ce qu'on appelle social impact. Et aujourd'hui, il y a un cohorte de trucs qui fait que les candidats du marché attendent des choses différentes en termes de flexibilité, de remote, de transparence des salaires, de prise de position du dirigeant sur ces d'avoir sujets-là. des partis pris très. Et ça veut pas dire, et tu vois, ça veut pas dire qu'il faut être bon. Ça veut dire qu'il faut être prêt à raconter pourquoi t'es pas bon et qu'est-ce que tu es en train de faire ou pas faire. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est pas très grave. Moi, quand je cherche une boîte,
c'est important pour moi de savoir si la boîte est mature sur la stratégie compensation benefits. Ouais. C'est autre chose que de savoir quel salaire ils vont me filer. Je suis prêt à accepter C'est pas les mêmes sujets, de que toute mon façon. salaire soit pas exactement le niveau, enfin que je suis prêt à accepter ou pas d'ailleurs, moi, je suis très bon négociant. Mais je suis prêt à c'est une autre discussion pour moi. Ouais. Tu vois, je vais demander, j'attends que mon C'est pas le dirigeant, même apport. le CEO ou la DRH ou des gens qui sont capables de me donner la direction de la boîte me disent pourquoi on n'a pas une stratégie de compensation transparente aujourd'hui ou pourquoi on n'a pas des niveaux clairs. En quoi est-ce que c'est un projet ou pas pour la boîte et est-ce que c'est une priorité, que de savoir est-ce que la grille de salaire sur ce poste c'est 40, 50 ou 100. Et donc en fait, c'est pas parce que on a un avis différent de la tendance du marché qu'il faut pas l'adresser et la raconter et raconter pourquoi, à quel niveau de maturité sur cette histoire vous êtes, etc. Donc je perdais un peu le fil de pourquoi je racontais ce point-là spécifiquement. Non, mais parce qu'on parlait, on va revenir dessus, on parlait de la verticalisation des expertises, etc. Mais c'est vrai que ce problème-là, moi, je crois que ce n'est plus un problème aujourd'hui. Moi, je l'ai connu pendant longtemps parce qu'en fait, je passais d'une boîte à l'autre et t'avais les années. Mais pourquoi vous avez passé un an là ou un an et demi? Fallait toujours vachement rassurer. Aujourd'hui, les parcours un peu différents se racontent assez facilement aussi parce qu'ils sont plus transparents par ailleurs aussi peut-être. Et je remets pourquoi? Parce qu'en fait, c'était sur le fait qu'aujourd'hui, le cercle, tu attires, tu recrutes, tu onboardes et tu fais grandir, est une histoire qui est de plus en plus proche, de fait, parce qu'en fait, tu peux pas raconter ton recrutement sans dire tout de suite comment tu vas faire grandir, développer les gens, etc. Et du coup, ça a créé, moi, c'est mon cas, d'avoir un rôle où j'ai la responsabilité de l'ensemble de cette histoire, là où dans d'autres boîtes, c'est encore peut-être un peu siloté sur ça, et je pense que de plus en plus, on va comprendre, et moi, je comprenais, je suis pas du tout un expert de la formation, on en parlait un peu en off sur les sujets de certification, de programmes pédagogiques, etc. Mais je dois comprendre ce sujet-là beaucoup plus qu'avant, là où l'onboarding, c'est plus simple à comprendre en termes d'expérience. Et alors, je rebondis sur ma question aussi de tout à l'heure, qui est comment toi, tu arrives à t'affranchir de pas de ces silos, mais de ce truc, effectivement, qui est potentiellement un peu vertical, où la configuration du groupe Iliad et de Free, etc., fait que tu as un DRH un peu à droite, à gauche, etc., et tu as une DRH groupe et tout. Comment eux, à la fois, et toi, vous arrivez à avoir une culture de la communication et puis du cap mutuel, on va dire, du cap transparent et mutuel et collectif? C'est un challenge, on va pas se mentir, c'est un des challenges, mais qui était que j'avais identifié, que ceux qui avaient une idée des grosses entreprises, des grosses boîtes me disaient tu vas aller dans une grosse boîte, tu vas voir, tu vas pas faire bouger les choses, ça va mettre 1000 ans, dadadi dadala. J'ai pas trouvé exactement les mêmes raisons de complexité et de difficulté de challenge que j'ai, parce que de fait, Free est fait différemment de toutes les autres boîtes. Il y a pas vraiment de comparaison. Voilà, c'est ça. C'est difficile de se dire que qu'on peut comparer à une grande parce qu'on est plus de 10 000 que c'est comme les boîtes où parce qu'il y a pas de la culture du process, il y a pas la culture de la doc, du meeting, des slides, il y a pas la culture justement de précaré, de ça c'est mon scope. Il y a justement des orgas hyper flat avec des gens qui historiquement par autonomie, liberté / performance ont eu des scopes un peu à l'alambiqué, tu vois, bon, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais... Non, mais modulables aussi, qui ont bougé. Et en fait, ça plus l'ADN de l'innovation, de la recherche de la simplicité de l'innovation de Free, fait que de toute façon, personne de base veut dire « je bouge pas, non, ça, on a toujours fait comme ça ». C'est plutôt facile de vendre la vision, et moi, j'arrive bien à raconter ce que je vous raconte là, je l'ai déjà raconté 1000 fois, et on travaille dessus, etc. Par contre, dans l'exécution, effectivement, c'est pas simple parce que là, on parle de collaboration, de gouvernance, de prise de décision, parce qu'il y a du coup des décisions à prendre. Et c'est ça la complexité, de garder un tempo où tu as plein de choses par quoi commencer à prendre le goût, etc. Et c'est là-dessus, c'est plus, mes challenges sont là-dessus. Je pense qu'on est tous alignés sur où on veut aller et comment. Et c'est dans l'exécution, comme toujours. Ça revient sur l'exécution. Le souci du détail aussi, un peu, entre guillemets. En tout cas, la mise en musique, on va dire, plutôt. Exactement. Il y a un truc, alors je me souviens quand on s'était parlé, on reparlait bien évidemment de ce sujet en off, qui me tient à cœur, mais tu me disais un truc qui a à la fois même une claque parce que ça m'a réveillé, parce que c'était quelque chose que j'ai l'habitude de dire quand je fais la fresque marque employeur notamment, c'est que le recrutement c'est un sujet business avant d'être un sujet RH. Ouais.
Ouais. Et pourquoi tu as ce point de vue-là? Parce qu'en fait, je te le dis juste, hein, moi, c'est un truc que je prône. Ça fait pas très longtemps, ça fait, je pense, 1 an, quelque chose comme ça, depuis que j'ai créé ce format-là. Mais c'est vraiment une conviction profonde que j'ai. Ouais. Mais je reviendrai pourquoi, je te dirai après pourquoi là-dessus. Promis, je te copie pas, tu vois, pourtant j'ai longtemps copié à l'école. Ouais. Mais pourquoi toi, tu as cette conviction-là? Ouais. Bah, j'ai cette conviction-là parce que, tu sais, tout à l'heure, on disait que mon passage de cabinet à interne m'a appris une chose majeure pour moi, c'est que la vraie clé du succès, et s'il devait y avoir une formule magique, c'est la collaboration et la coopération entre différentes parties, et que j'avais qu'une partie de l'histoire quand j'étais prestataire, consultant, t'avais conseil, qu'une facette, etc. quoi, vraiment, Et quand tu commences à comprendre que c'est pas les recruteurs qui recrutent, c'est pas les RH qui décident ou forcément d'une politique, c'est ceux qui sur le terrain font les choses. Et évidemment que je suis pas en train de dire que du coup les fonctions de recrutement et d'RH n'ont pas de valeur. Bien sûr. Mais notre valeur n'est pas dans l'action forcément de faire, mais de mettre en orchestration et d'être un révélateur, d'être peut-être parfois les avant-gardistes et pédagogues pour faire comprendre ce qui se passe sur le marché à certaines personnes, et de tenir responsable, dans le sens accountable, les gens. Et donc le recrutement est un enjeu business. Je le crois très très fort, parce que c'est comme ça que j'ai réussi à relever les challenges les plus forts dans ma carrière, en fait, quand il fallait recruter X équipes en machin. Et ce que je dis, c'est que tant que les dirigeants, les patrons de BU, les hiring managers ne considèrent pas le challenge recrutement comme n'importe quel autre challenge business qu'ils ont dans leur quotidien, je sais pas, je vais ouvrir leur évaluation annuelle, leurs objectifs, on va voir quoi? On va voir réduire le churn de 50% sur tel vertical business, ouvrir 3 pays, lancer une nouvelle offre de machin. Tant qu'il n'y a pas une ligne, enfin, c'est même pas que, peut-être ils peuvent avoir une ligne recrutée, machin, mais c'est tant qu'eux considéreront pas les éléments qu'ils vont mettre en face dans leur quotidien et dans même l'organisation de leur semaine, comme pour tacler cet enjeu-là, et que le recrutement ne devienne pas souvent je dis, le manager te dit oui, non, mais moi c'est une priorité pour moi, du coup combien de temps tu as combien de temps tu peux libérer pour le recrutement. En fait, souvent les gens pensent que ce que j'entends par là, c'est combien de slots tu as pour rencontrer des candidats. C'est pas ça, parce que ça, bah en fait, oui, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, et puis il y en aura d'autres, il y a le process, c'est pas que toi, etc. Non, combien de temps tu as pour être un contributeur au projet de ce projet de challenge qu'on a, et de peut-être même toi faire plus que certains. Et donc on a, avec Michael Saed, qui est mon associé sur Recruiters in the House et RDH, il a fait un post d'ailleurs hier sur les 4 niveaux pour tester ton niveau de confiance, trust battery. Pour moi, je dis ça avec ton hiring manager. C'est le niveau 1, c'est t'envoies un CV, il te répond pas. Niveau 2, c'est t'envoies un CV, il te répond dans 2 semaines. Niveau 3, c'est il t'envoie un CV, il te répond tout de suite. Et le niveau 4, c'est tu ne lui parles même plus, tu cales des entretiens pour lui dans son agenda, il les voit, et vous discutez de l'outcome et pas de l'input. C'est ça, bien sûr. Et en fait, c'est c'est niveau 1 à 4 en mode aussi excellence, ou excellence, juste non, sur le niveau de, tu peux te dire, est-ce que j'ai un bon niveau de trust avec mon c'est ça. Et est-ce que avec mon le manager sujet ou avec est la personne traité, avec qui je travaille, parce que j'imagine que si tu fais une réunion business et que tu dis le churn, machin, etc., en tant que patron, tu vas pas te dire bon bah le churn, c'est vrai que c'est compliqué. Allez tiens, je vais prendre l'équipe qui doit réduire le churn. Allez-y et on se voit une fois que vous m'avez présenté moi les résultats du truc. Non, tu vas, toi en tant que leader, tu as des idées, tu vas amener les trucs, et t'es beaucoup plus crédible et beaucoup plus fort. Et donc là, pour te donner des parallèles très concrets, on a constaté que on multipliait par 4 le niveau de taux de réponse quand c'était un manager qui faisait le sourcing, le premier message par exemple à des candidats. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il ait le fameux temps. C'est pas, en fait, moi, je ne vais pas te parler combien de temps tu vas les candidats, tu vas les rencontrer une fois qu'on a travaillé ensemble sur notre brief. On va déjà faire un bon brief. Ça, c'est du temps. On va faire tu vas peut-être prendre du temps pour sourcer avec moi, ou ensuite demain, je vais t'envoyer des profils avec des templates de messages, et tu as besoin de 30 minutes par semaine pour envoyer. Tu vas m'aider à créer un EVP ou une
comment on va vendre ce job-là, machin, etc. Quelle est concrètement la promesse employeur, la promesse employeur, l'expérience que tu offres, quoi, les garanties. Et puis on parlait de data tout à l'heure, au final, c'est qu'en fait quand on va se voir, c'est à la fin de la réunion, chacun va partir avec des devoirs, tu vois, c'est pas les RH ou le recrutement qui viennent présenter les résultats de ce qu'on a fait sur le recrutement, c'est où on en est, qui devait faire quoi depuis 2 semaines, est-ce que vous l'avez fait, est-ce qu'on n'avait pas fait, et bien sûr qu'à la fin, le recrutement est honneur du l'équipe RH est honneur du recrutement, mais les contributeurs et les acteurs, les protagonistes, et c'est pour ça que je dis le recrutement est avant tout un enjeu business. D'autres, comme peut-être que tu connais Jessica, qui a travaillé chez Ornica, avait mis en place chez Ornica le côté un peu self-recruteur, où les hiring managers faisaient leur propre recrutement de A à Z et on les formait pour faire du recrutement. Je suis pas dans je parle même pas de ça. Voilà, c'est pas, tu peux pas le faire partout, mais c'est vraiment l'enjeu sur le closing. Je peux te faire 3 heures sur le closing parce que j'adore ça, mais si les managers comprennent pas à quel point ils sont les aimants des candidats, et que moi je crois plus du tout à la marque employeur. Alors la fresque de la marque employeur, c'est un très bon nom et le concept marche très bien, mais je ne parle plus de marque employeur, je parle de marque métier, de marque manager. Collaborateur, au manager. Ouais, en interne. Oui, mais parce que c'est un terme fumeux, en fait. Il le matérialise pas, tout simplement. En fait, je fais le parallèle avec l'immobilier, c'est que, en gros, quand tu cherches une maison, tu cherches une ville, un endroit. Ensuite, tu cherches une maison, un style de maison. Après, dans la maison, tu cherches des nombres de chambres, un jardin, pas de jardin, etc. Et ensuite, soit tu le mets toi-même en vente, soit tu cherches toi-même sur PAP, soit tu as un agent immobilier. Et donc, tu as 3 niveaux de réalité. Et la comparaison que je fais souvent, c'est que la recherche, quand tu cherches une ville, tu vas pas juste regarder tu vas regarder peut-être la rue, les maisons qu'il y a à côté, etc. Mais tu vas regarder s'il y a des écoles, tu vas regarder des infrastructures, tu vas regarder plein de tendances autour de cette ville qui sont différentes des questions que tu vas te poser sur la maison une fois que tu es face à la maison ou de la personne qui va te parler de cette maison. Et donc en fait, si je cherche un job, je vais chercher l'employeur. Pour moi, c'est le area et la maison vue de loin. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des bonnes écoles? Ça peut être sur la mission, justement, le social impact, etc. La maison en elle-même, c'est mon job. C'est en gros, c'est quoi ma mission, mon intitulé de poste, mon salaire spécifique sur le truc. Et la troisième dimension, c'est qui me raconte l'histoire de la ville, de la mairie, de l'école et de la maison, et qui me fait la visite de la maison. C'est les gens. C'est pour ça que c'est plus une question de marque employeur, c'est une marque métier, rôle, chambre, maison, et une marque people, manager, collègue. Et là, c'est pas que les managers, c'est les collègues. Et donc, c'est eux, et on parlera peut-être de la création de contenu, parce que je suis un avocat de la création de contenu, etc. C'est les gens qui font vivre cette réalité-là, qui doivent raconter cette histoire en entretien, en publiant, en s'exprimant, etc. Et il y a un lâcher-prise là-dessus à avoir au niveau des entreprises, où du coup, c'est pas l'équipe marque employeur qui va créer du contenu. L'équipe marque employeur anime, orchestre, crée les conditions du lâcher-prise pour que les collaborateurs, les managers, les personnes, les gens dans la vraie vie parlent et fassent vivre cette réalité. Moi, je te rejoins complètement. Alors, moi, j'utilise pas ces termes-là, ces terminologies et tout, que je trouve très bien. C'est pas des buzzwords, mais j'ai un peu envie de te taquiner. T'as failli t'étouffer, du coup. Mais en revanche, moi, je suis complètement en phase. Pour moi, la marque employeur est juste... En fait, il y a tellement d'incertitudes sur ce que c'est que, pour moi, effectivement, c'est quand tu vas dans une boîte, limite, il faudrait passer 24 heures dans la boîte, en fait, tu vois. Et juste rencontrer plein de gens. Nous, c'est ce qu'on faisait quand... moi j'étais donc un des associés de Cosa Vostra. Parfois, il y avait un candidat qui venait sur des postes un peu robustes. Il passait la journée, tu vois, et il rencontrait 5-6 personnes, tu vois. Alors, il y avait des trucs plus ou moins détendus, processés, etc. Parce que sinon, le mec, il termine la journée, il est sur les rotules. Mais ce que je veux dire, c'est que l'immersion, elle est hyper importante. Et effectivement, parce que c'est une preuve concrète de la culture. C'est-à-dire que quand tu es dans un bureau et quelqu'un qui va te dire la boîte c'est ça, le machin, le truc. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je n'ai pas envie de reparler comment ça s'appelle, des annonces d'emploi chez Lydia, mais ce que je veux dire, c'est que la gueule des annonces d'emploi, la façon dont tu as évoqué le truc, les retours sur Indeed, tout cela mis en musique, les contenus qui sont créés, les contenus qui émanent soit de l'entreprise, soit des collaborateurs. Et moi, je pense que ça, c'est un point extrêmement clivant. Mais en fait, tout ça sont des signaux qui vont dire, OK, est-ce que c'est le truc pour moi ? C'est-à-dire que et l'histoire qu'on raconte, c'est l'histoire, je trouve, que le candidat va vivre
en physique et en digital et en bouche à oreille, etc. Donc, et c'est ça qui est très complexe. Et sur la partie, je vois que tu veux réagir, hein, je termine rapidos, mais l'importance, effectivement, aujourd'hui, je pense que la maturité n'est pas aux collaborateurs de créer du contenu dans beaucoup de boîtes. Je te parle même pas que de tertiaire, hein, mais je pense que l'ambassadoriat et ce genre de se dire, moi j'aime beaucoup le mot que tu as utilisé, qui est lâcher prise, c'est de dire, putain mais les mecs, s'il y a un gars qui a pas le bon logo, mais en fait il publie un truc, en fait l'important c'est de parler de la boîte, quoi. C'est ça juste, tu vois, mon job c'est ça, je kiffe faire mon job, je fais une photo avec ma tête et puis je suis pas rasé, je suis mal sapé, je suis dans la boîte, c'est pas rangé, je sais pas, j'en ai aucune idée. L'important, c'est de parler de la boîte. Carrément. 2 points. Je rebondis sur l'immersion qui est un moment du processus d'entretien qui peut être très, très spécifique et qui est individualisé et l'enjeu, c'est comment tu scales ce process-là. Et en fait, effectivement, tout ce qu'on a dit sur le contenu, les annonces, le truc, c'est une façon de scaler ton immersion, donner l'opportunité aux gens comme s'ils y étaient le plus rapidement possible. Mais de le faire avec sincérité. Et de le faire avec sincérité. Et on arrive au deuxième point aussi qui est, je fais quand même une différence entre le lâcher prise, amener les gens à casser des barrières mentales du fait de pouvoir prendre la parole, pouvoir contribuer en fait, pas forcément effectivement à que chacun doit poster, parce que là-dessus c'est aussi quelque chose qui convient pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas le talent aussi pour le faire et l'envie pour le faire. Et je fais en ce moment je suis en train de faire des premières discussions avec des groupes de 10 managers chez Free justement alors c'est un atelier LinkedIn en mode on explique la réalité de LinkedIn aujourd'hui, l'intérêt d'y aller et des ateliers un peu plus pratiques sur comment on écrit, comment on peut écrire. Que je diffuse, et avant même d'être dans il faut mettre une accroche, il faut mettre un lien, il faut mettre ça et machin, etc. C'est il y a des choses intéressantes à raconter. Parfois on pense que tout est secret. En fait, il n'y a que 10% du sujet qui est secret. Et comment on peut prendre votre réalité et en fait vous donner des idées aussi, parce que et après c'est peut-être pas vous qui allez le faire, mais c'est vous qui allez contribuer à ce que ces idées naissent. Je donne un exemple que j'ai mis, je pense à ça parce que ce soir je vais à la sortie du livre de Tonton Karim. Mais non, excellent, j'adore. Qui m'avait demandé de donner un petit truc, j'avais donné une petite citation ou j'avais écrit un petit bout et en fait je suis retombé sur ce que j'avais écrit qui était une anecdote. Une anecdote. J'étais dans un des trucs face aux étudiants et je leur parlais du personal branding et le fait de pouvoir raconter en fait vos passions perso au taf. Et il y en a un qui m'a dit mais enfin t'es sympa. Moi je veux être auditeur en finance dans un Big Four. C'est ça mon objectif. Je vois pas ce que je peux raconter. J'ai dit mais c'est quoi tes passions? Bah moi j'adore voyager. J'ai un blog sur le voyage machin. Et bon je sais pas pourquoi tout de suite il y a eu cette illumination pour moi déjà de se dire mais attends, les auditeurs, c'est quoi le grand paradoxe qu'on a souvent? On dit les auditeurs, ils voyagent beaucoup, mais ils visitent que les hôtels, machin. Complètement, exactement. T'es d'accord? Chez le client ou dans leur voilà, c'est ça. J'ai dit, comment ça, c'est une réalité que tu vas devoir gérer. T'adores voyager, tu vas voyager, mais tu n'as pas le temps de rencontrer les vrais gens, machin. Tu vas avoir que des chambres d'hôtel. Imagine, tu commences à parler de cette réalité. T'as des millions de gens qui sont d'ailleurs pas que auditeurs, il y a beaucoup de gens qui voyagent beaucoup et qui adorent voyager. Et en fait, c'est juste trouver des connexions dans la vraie vie des gens. Moi, quand j'avais fait quand j'avais fait un talk au Grand Rex sur le Disrupter H, j'avais parlé du fait que j'avais enlevé le costume cravate parce que la chanson c'était un petit peu ça. Et comment ça m'avait fait une chanson de rap, juste c'était ça. C'est ça, exactement. Oui, pour être précis, parce que c'est pas commun. C'était effectivement une chanson, un rap là-dessus. Et le nombre de témoignages que j'ai eu de gens qui n'auraient jamais écouté de rap et n'aiment pas le rap, mais des gens, tous ceux qui, à un moment donné, ont dû mettre un costume alors qu'ils n'aimaient pas ça ou qu'ils n'avaient pas l'habitude de le mettre, et le jour où ils ont commencé à l'enlever, tout cela, j'ai commencé à avoir des retours de gens qui me disaient c'est incroyable comment je m'identifie. Et l'histoire, c'est là qu'on parlait d'authenticité. Il faut que les gens s'identifient à des vraies réalités, etc. Et donc, bien sûr, faut pas que toute la boîte commence à poster sur LinkedIn, ça va être le bordel. Mais il faut déjà leur expliquer qu'ils ont des choses à raconter et que ces choses à raconter, ils ont besoin de remonter
vers ensuite peut-être certains ambassadeurs, des gens clés qui ont envie pourraient de le faire, et qui sont formés, etc. Ouais. Ouais. Mais je trouve que ce chemin, effectivement, je suis d'accord avec toi, il est très important. Il est absolument primordial. Je reviens juste, moi, sur ma réponse je te dis, de l'enjeu business versus RH, tu sais, sur les recrutements. Oui. C'est que nous, on a longtemps vu des boîtes où les RH te disaient... Tu rencontrais des DG, hommes ou femmes de boîte, qui te disaient, non mais en fait, le sujet du recrutement, c'est pas moi qui le gère, hein, c'est le DRH, tu vas le voir. Et tu disais, mais en fait, à un moment donné, si t'as plus de salariés, tu vois, et que t'as un turnover, mais en fait, qui va produire, tu vois. Et le mec, il dit, ah ok, mais à l'époque, ça semblait pas naturel, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quand même, alors, ça change. Une fois de plus, j'ai un prisme, tu vois, je veux pas passer pour le parigo tertiaire, machin, futur du travail uniquement, mais j'ai l'impression que les entreprises, aussi diverses soient-elles, sont un petit peu plus sensibles au fait de se dire, bon, il faut que je prenne quand même moi aussi le sujet en main en tant que dirigeante ou dirigeant, parce que effectivement, si je me retrouve à poil, si j'arrive pas à garder, si j'arrive pas à recruter, et si j'arrive pas à les engager aussi, bah en fait ma boîte elle est un peu dans la merde. Et moi, longtemps on m'a dit qu'il y avait la récession, le machin et tout. Là, j'ai l'impression qu'effectivement les boîtes morflent un peu plus que d'habitude là, en tout cas. Et donc ce sujet-là, moi je trouve que c'est un signal assez fort finalement, parce que des dirigeants qui se disent putain, ok, non mais en fait, faut mettre l'accent là-dessus, sans perdre de vue le cap qui est celui de l'excellence, ou en tout cas du livrable de qualité, service ou produit, peu importe. Je trouve que c'est quand même un signal. Oui, c'est un signal. Je pense que tout le monde a une prise de conscience là-dessus. Ça peut sûrement même se voir quand tu regardes le niveau de postes qui se créent dans les spécialisations, les salaires moyens sûrement dans ces spécialisations. Tu vois, le recrutement par exemple a eu un bon. Bon, on est revenu un peu sur terre, ce qui est une bonne chose. Je pense que c'était parti un peu en cacahuète. Et Covid est un peu passé par là, mais le niveau moyen de ce qu'on est prêt à payer des profils spécialistes en RH témoigne aussi de cet investissement-là, tu vois. Donc, oui, on va dans le bon sens. Et après, voilà, entre prise de conscience et, tu vois, le fameux oui, action, non, mais oui, bien Ouais. sûr, c'est super important, on va le faire, et puis vas-y, on va recruter des gens et tout. Il y a le temps de frustration entre après- les deux où les mecs, tu dis, bah alors, vous y venez non, mais attendez, là, on n'y est pas encore, et puis on va faire. Et c'est pour ça que souvent on m'appelle pour me dire ouais, je veux changer de boîte, c'est quoi ton conseil pour choisir la bonne start-up et tout. C'est vrai que le niveau de maturité des dirigeants sur cette question et de commencer à voir qu'est-ce qu'ils ont mis en place concrètement dans des rituels, des changements, des décisions concrètes dans le temps, le time matrix comme on dit, quel est leur niveau de temps qu'ils ont imposé pour leur manager par exemple sur les sujets, etc. C'est des bonnes indications du fait que ok, prise de conscience, mais il y a déjà le côté et exemplaire le temps et la truc, prise quoi. de risque et le coût, quoi. Top. Je digresse un petit peu sur cette prochaine, mais tu l'as évoqué un petit peu plus tôt. Tu as cofondé RIDH, Recruiters in the House. Recruiters in the house. Il le dit bien, j'adore, quel punch extraordinaire. Alors moi j'ai regardé quelques épisodes, j'ai trouvé ça cool, notamment quand on te voit dans cette salle de gym chez Doctolib d'ailleurs, je crois. Oui. Qui s'appelle pas le cercle, mais c'est ça, c'est le cercle. C'est the circle. Non, j'ai dit, mais je crois que c'est le cercle. En tout cas, elle est vachement bien la salle. bien. Moi, je veux bien y aller m'entraîner là-bas. Salle de boxe, de gym. Non, c'est chiadé. Non, mais tu sens qu'il y a le souci du détail. Bref, on n'est pas chez Ikea. Et du coup, pourquoi t'as créé ça? Enfin, c'est quoi juste la genèse et tout? Et parce que le format est pas what the fuck, mais le format est détendu, etc. Mais pourquoi ça a été créé? Quelle est la fréquence? C'est quoi l'idée, l'ambition derrière? En gros, ce qui s'est passé, c'était pour le coup à nouveau pendant Covid, où j'avais pas mal investi à titre personnel pour mes réunions d'équipe. Voilà, je suis le type de manager un peu. Je fais du bruit, j'aime bien, je parle beaucoup, je mélange la musique, je mets du son et tout. Et donc je me suis dit bon, maintenant je peux plus en live faire ces réunions-là autant qu'avant. Donc, j'ai investi dans un fond vert, j'ai investi dans une meilleure cam, machin, etc. Et en fait, j'avais fait un post LinkedIn, nouveau setup, je suis content dans ma cave, dans mon sous-sol. Et il y a Michael Sayad, donc, qui voit ce post et qui m'envoie, qui est aujourd'hui mon associé, mais que je connaissais pas du tout, et qui m'envoie ce message en disant
t'as du matos, tu vas faire des live Twitch ou pas, machin. Et genre, moi, je connaissais même pas Twitch. Je lui dis, d'accord. non, je veux faire des meetings avec mon équipe, tu vois. Et il m'a fait, ah ouais, parce que moi, je suis grave sur YouTube. Il a une grosse communauté sur YouTube sur les mangas. Et il m'a dit, ouais, j'ai toujours voulu faire une chaîne YouTube ou Twitch sur le recrutement. Je pense que ça va vachement marcher. Est-ce que ça te dit et tout. En fait, de fil en aiguille, on s'est dit, bah, vas-y. Et il m'a dit, combien de temps par semaine tu penses pouvoir me consacrer pour faire ça? J'ai dit 1 heure max. Moi, j'ai des enfants, j'ai une famille, etc. C'est tight, 1 heure max. Bah, il m'a dit, ok, bah moi, je gère toute la technique. Je m'occupe de trouver les questions, les trucs. Toi, je fais le conducteur, tu te connectes juste une fois par semaine au bon endroit. Oui, et parce en fait, qu'au début, c'était en distanciel. C'était en distanciel, exactement. Et on l'a fait pendant 1 an. On a fait genre une quinzaine d'émissions comme ça en distanciel. Et en fait, on s'est dit, aucun engagement, on en fait un. Et si ça nous va, on continue la semaine d'après. Et si ça nous va, la semaine d'après. Et en fait, au bout de 2-3 semaines, on s'est rendu compte que ça nous plaisait grave. Il y avait cette envie dans la communauté aussi RH, enfin surtout recruteurs. Tu faisais intervenir du coup plutôt des DRH, etc. Pas vraiment des DRH, plutôt des spécialistes recrutement ou des gens qui créent un peu de HR tech autour du recrutement, des ATS, des trucs du sourcing, les grandes figures du sourcing, etc. ATS, c'est les outils de recrutement. Voilà, le CRM du recrutement. Le CRM du recrutement, merci. Et en fait, l'idée, c'était sur Twitch, vu que le ton pouvait être un peu plus cash, en fait, on se posait, des fois, on servait des verres, on rigolait, dans les commentaires, les gens pouvaient se lâcher, parce qu'il y avait leur pseudo et pas leur nom, comme sur LinkedIn. Pendant un live, ça reste pendant 10 ans le like que tu as laissé, etc. C'est compliqué. Et donc, en fait, la parole était assez cash. Nous, naturellement, en fait, on s'est connecté là-dessus. Et petit à petit, on s'est dit, mais en fait, ça marche bien ce truc-là. Et on a commencé à faire, on a fait, moi j'avais fait entre-temps le rap au Grand Rex. C'est un truc que je voulais faire depuis super longtemps et je remercie encore Golden Bees sur Disrupt RH qui m'a permis de faire ça parce que j'ai pu concrétiser un truc où tout le monde disait mais non mais t'es un ouf et tout, va pas faire ça. Moi je trouve que c'est un signal fort quand les gens te disent ça parce que ça veut dire faut le faire. Moi c'est comme ça que je l'ai entendu et je me suis dit je vais le faire et quand je l'ai fait, j'avais déjà commencé avec Mika à faire juste les lives et quand j'ai fait ça et lui kiffe le rap aussi, en fait on s'est dit en fait ça a super bien marché, les gens ont grave aimé, viens on continue à faire un son, viens on fait un son RIDH et on a fait le son RIDH, on a invité on va dire les 10 top influenceurs, il y avait Christelle de Foucault, Tonton Karim, Anthony Babkin, Virgile de Figures, on les a tous ramenés dans le clip et on a fait un son sur genre Lim Recruiters in the House de l'émission et on a commencé à faire un plateau un peu comme celui-ci, on a fait une ou deux émissions, ça a pas trop duré parce qu'après on est passé sur des sketchs, on fait des sketchs, et puis de plus en plus d'interviews en fait un peu plus sérieux, on a fait plein d'interviews préenregistrées, donc ça a commencé comme un délire un peu à l'arrache comme ça et maintenant ça ressemble de plus en plus à ce qu'on essaie d'avoir comme ambition, comme un média un peu qui casse les codes du recrutement avec des offres où Michael il forme les gens, il fait du contenu, là on accompagne Yaniro sur les coulisses de leur formation et donc c'est toujours avec un truc assez radical par contre où on se dit on va pas faire des vidéos. Alors j'aime beaucoup Welcome to the Jungle et ils font du contenu incroyable aujourd'hui. Me lance pas là-dessus. Non mais sur là les nouveaux vidéos qu'ils font, je trouve c'est très très bien. Il y a des trucs très drôles sur Insta. Mais tu sais le truc classique des vidéos marques sur les pages Welcome to the Jungle que je trouve trop récurrent, etc. Ça c'est un truc qu'ils ont jamais refondu mais qui est un peu old school. Qui est aujourd'hui. C'est marrant de dire que c'est old school alors que c'était genre le nouveau truc il y a 10 ans, tu vois. Mais bon voilà, il y a des cycles et de se dire que sur le documentaire Yaniro, c'est la voix off de Michael qui raconte par contre là je suis pas du tout d'accord avec ça et on scénarise en fait nous-mêmes donc c'est pas on nous donne un truc venez et puis je vais vendre ma boîte, etc. Donc on essaye de créer quelque chose authentique et qui est le plus proche de la vérité à chaque fois avec mélange rap, humour parce que ça nous ressemble quoi. Mais j'aime beaucoup. En tout cas moi c'était une super découverte pour le coup. Moi je te suivais sur LinkedIn mais je connaissais pas ce format-là et en fait c'était en diguant dans LinkedIn, je suis tombé là-dessus, sincèrement je me suis régalé et je trouve que c'est vrai que finalement il n'y a pas de format trop décomplexé tu vois sur ces sujets-là sortis en tout cas du podcast et donc et encore dans le podcast je trouve que c'est c'est quand même finalement des discussions assez sérieuses, je parle en tout cas quand on parle de recrutement, de RH, etc. Tu dirais quoi juste à des candidats comme conseil
aujourd'hui, justement, tu vois, pour être, je dirais, tu vois, pour être plus visible ou alors pour être plus à l'aise dans le parcours qu'ils vont avoir dans une boîte avant de faire, tu vois, avant de faire un parcours de recrutement, je veux dire? Ouais. Je pense que le mot-clé pour moi, enfin, il y a plusieurs mots-clés, mais celui que je donne souvent comme conseil, c'est il faut se démarquer. C'est pas genre parce qu'il faut être différent, il faut être rebelle. C'est dans le sens où prendre conscience, justement, c'est pas dans l'autre sens, on parlait de pénurie versus compétitivité. Si on accepte que c'est pas une pénurie compétitivité, c'est qu'en face, il y a du volume. Et c'est ça, c'est qu'il y a de la concurrence pour les candidats aussi, il y a de la concurrence. Et ce que je dis souvent dans les écoles où j'interviens, c'est il y a des stades de France entiers de gens qui disent exactement mot pour mot la même chose, étudiant à les frais machin, cherche stage machin, avec ce même rite de voici mon CV, voici, je peux vous laisser mon CV, est-ce que c'est finalement etc. assez cloné et très similaire. C'est très similaire et je leur jette pas la pierre, c'est aussi un manque de formation au niveau des écoles qui peut-être adressent pas le sujet assez tôt pour leur dire non mais en fait il y a des moyens de hacker cette galère qui fait chier tout le monde, etc. Et donc le premier point, c'est comment on peut se démarquer. Effectivement, c'est un peu comme quand on parle en interne sur les gens qui doivent prendre la parole, c'est toujours ça. Tu commences par casser les barrières mentales de tu as des choses à raconter qui sont spécifiques à toi. Tu as des raisons qui font que tu fais une école d'informatique ou de commerce qui sont différentes. Et donc, ce qui t'identifie, c'est pas étudiant à telle école, c'est je fais telle école parce que ma vision du truc et je veux aller vers ça. Donc raconte-moi plutôt et donc parle-moi de toi. C'est pas je suis en train d'étudier à telle école. Où est-ce que je veux aller, voilà, quoi. c'est je suis une capacité de prospective, quoi. Et donc on arrive très vite sur la capacité de storytelling, de narration, de se raconter, de se vendre. Donc se démarquer, c'est un peu tout ça pour moi. Et après le deuxième, parce que souvent on peut vite tomber dans un tout petit manque d'humilité parfois ou manque de self-awareness, je dis, de connaissance de d'où on en est dans ce parcours. Parce que l'idée, c'est pas tout de suite se mettre en mode expert, tout de suite se mettre en mode ouais, j'arrive, c'est moi, je suis comme ça, etc. Et c'est le combo entre se démarquer, prendre conscience de ça et surtout de savoir où t'en es et d'avoir l'humilité. Et j'ai pas le bon mot de self-awareness en français, mais la connaissance de soi dans ce sens, d'où on en est dans son parcours. Pour être adapté et de pas d'avoir le juste milieu, la bonne nuance, quoi. Ouais, c'est un bon conseil, je te remercie, j'aime beaucoup. Non, c'est vraiment un très bon conseil. Je te propose qu'on passe effectivement à la dernière partie, parce qu'on a pris pas mal de temps, mais moi je peux encore passer 3 quarts d'heure et je sais que t'as une journée probablement plus chargée que la mienne par la suite. Juste avant de passer à la partie anecdote, reco, etc., c'est quoi la prochaine aventure? Tu restes chez Free combien de temps? Alors, pas d'exclus aujourd'hui, je l'avais fait sur le truc de Claude dans la salle de gym où j'ai annoncé mon départ. De ouf, évidemment. Aujourd'hui, écoute, je m'éclate chez Free parce que pour toutes les raisons que j'ai un peu évoquées, c'est un peu l'alignement des planètes sur le bon moment pour moi où je peux assumer plein de choses et dans la bonne boîte qui accepte et on a des intérêts communs, on va dire, là-dessus. Comme je te disais, sur le projet en lui-même de professionnaliser, mettre en place des choses. Il y a encore du pain sur la planche. Donc là, pendant 10 ans. Alors, je pense que je vais pas rester 10 ans. Enfin, peut-être, mais je suis jamais resté 10 ans dans une boîte. J'ai fait le maximum, c'est 5 ans. Donc, donc bon, peut-être si je suis data-driven, je me dirais que ma tenure, c'est plutôt 4-5 ans. Voilà, ça fait un peu plus d'un an, bientôt un an et demi que je suis chez Free. Donc, le sujet est pas tant sur ma next step, c'est plus comment je peux continuer à... On va dire, moi j'aime bien continuer à pousser les limites, quoi. Donc, bien sûr. Comment je vais continuer à pousser les limites dans tout en restant. Tu parlais de disruption, etc., mais c'est un peu continuer à secouer un peu le cocotier, quoi. Ouais, carrément. Et bon, tu vois, le fait de prendre la parole, c'est aussi du temps. Le temps que je passe ici, c'est du temps que je passe pas à faire autre chose. C'est même pas une question par rapport à mon job, même par rapport à ma vie. J'ai un temps limité. L'équation que j'aimerais résoudre dans
les prochaines années, c'est continuer à pousser les limites sans détériorer ma santé physique, mentale, ma famille, j'ai 2 enfants. Un petit peu d'intelligence artificielle, ça devrait déjà te dégager du temps, peut-être, un peu plus. Et ça aide déjà, effectivement. Mais, et puis, j'ai aujourd'hui une équipe sur laquelle je me repose de plus en plus chez Free. J'ai un associé, Michael, qui, lui, est à plein temps sur le sujet et qui est chaud bouillant et très fort. Donc, c'est cool. Voilà. Mais c'est ça un peu mes perspectives pour les prochains mois, prochaines années. Question de fin. Yes. Est-ce que tu as une anecdote, une bonne ou une mauvaise expérience à nous partager? Tu en as déjà raconté plein, donc je ne sais pas s'il t'en reste encore une dans la manche. Il me reste des anecdotes. J'en ai souvent, j'en ai plein dans l'absolu. Il y en a un que je raconte et je vais souvent raconter parce que je t'ai parlé du documentaire qu'on fait sur Yaniro, sur la formation. Il y en a un qu'on fait aussi autour, parce que j'ai fait un talk à Amsterdam, au SOSU. Alors, pour ceux qui connaissent le recrutement et le sourcing, connaissent bien le SOSU, parce que c'est le plus grand sommet de sourcing, on va dire, en Europe. C'est étonnant comme acronyme. Ouais, c'est en français, c'est vrai que c'est le SOSU, ils disent du coup. C'est Sourcing Summit. En fait, j'ai fait le même exercice qu'au Grand Rex, mais sauf que là, c'était pas 5 minutes, c'était 40 minutes. Donc, j'ai fait 35 minutes de talk et 5 minutes quand même de rap en anglais. Ouais, en anglais, c'est ça. Alors là, c'est pas la même histoire. Là. Un nouveau challenge. Voilà, c'est aussi un peu les limites là que j'essaie de repousser. Et en fait, on est en train de documenter en fait toute la construction de ce talk, qui en fait qui est 2 réalités. C'est pour que je sois prêt à faire ce talk de cette manière. Il y a les 10, 15, 20 dernières années de vie pro qu'on essaye de raconter à travers mes différents aspects. Comment justement, et j'ai parlé de beaucoup de ces moments aujourd'hui. Évidemment. Et la réalité, le temps court, qui est de préparer ce talk-là avec une vie de famille, avec machin, de faire un rap, d'aller en studio, d'enregistrer, de faire un truc, de voyager. Donc, il m'a suivi partout. Et donc, on est en train de créer ça. Et une anecdote que je raconte, tout ça pour dire quoi, mon anecdote, c'est que je parle de comment j'avais réussi à surmonter ma peur du cold calling. Et donc, quand je suis arrivé en cabinet de recrutement, voilà, je te disais... Voilà, attends, c'est hyper chaud de sortir son tel et d'appeler des gens au pif que tu connais ni d'Ave ni d'Adam pour leur dire achetez-moi un truc, tu vois. C'était très chaud et surtout si tu sais que voilà, comme je te disais, je connaissais rien à ce monde-là, etc. Donc je galérais. Et un soir, j'étais à la Défense à l'époque, donc tu vois les grands classiques, costume, cravate, la Défense, je rentre. Ça me parle. Je prends le train qui rentre, j'habitais en banlieue, enfin j'habite toujours en banlieue d'ailleurs, et donc le train qui arrive et tout le monde, parce que c'est le terminus, enfin pas le terminus, mais quand c'est le début à la Défense, il est vide, mais tout le monde court dedans. Et en fait, arrive ce moment où tout le monde a trouvé une place assise, il restait un strapontin libre, et j'arrive en même temps que face à un gars, costume, cravate, un peu vieux, etc. Et il me laisse la place. Et il te dit, allez-y. Il me dit rien. Il fuit, en fait, un peu le combat de cette place. Et je me rends vite compte qu'il le fuit parce qu'il veut pas rentrer en interaction avec moi et il a peur. Tu vois, parce que je représente peut-être une menace pour lui et il s'est dit, je vais pas me prendre la tête avec lui, vas-y, je le laisse. Et en fait, pendant tout le trajet, je me suis dit, mais en fait, comment ça se fait que toute la journée, c'est des gars comme ça que j'appelle et moi, je lèche le sol. Oui, bonjour, désolé de vous déranger. J'aimerais peut-être est-ce que vous auriez un moment. Et eux, ils sont non, mais je n'ai pas le temps, je suis en réunion. Ça. Et genre, je me fais marcher dessus. Et par contre, dans la vraie vie, enfin, ça reste la vraie vie en ligne, mais dans la vraie vie physique, le rapport de force, il est différent. Et en fait, j'ai eu un déclic. Le lendemain, je me suis dit, tous les gens, c'est les gens que je rencontre le soir dans la truc. Et donc, il n'y a aucune raison pour que là, je vais les appeler et je vais avoir aussi quand même le dessus d'une autre manière. Et en fait, ça m'a juste débloqué ça a débloqué des trucs. T'avais une croyance limitante ou je sais pas. Exactement. C'est drôle. Je trouve qu'elle est extraordinaire cette anecdote. Non, j'aime beaucoup. Est-ce que t'as une reco de films, de docu, d'albums de rap peut-être en tête que t'as envie de partager? Alors oui, je suis, j'ai 38 ans, donc je suis pas non plus à la génération qui est, mais j'ai un peu les codes de cette génération qui consomment beaucoup de choses
sans retenir forcément l'auteur, le truc. Moi, c'est l'essence de ce que j'en retire rapidement et je passe vite à autre chose. Donc, j'ai toujours du mal parce que je vais pas lire un bouquin jusqu'au bout, je vais pas regarder un film vraiment jusqu'au bout. Je suis plutôt dans les extraits, etc. Donc, je consomme beaucoup d'extraits courts et dans ce sens-là, un des influenceurs qui m'a beaucoup nourri, c'est Gary Vaynerchuk aux États-Unis. Donc, j'invite les gens à découvrir ses contenus parce qu'il allie justement le fond, la forme. Et c'est assez énervé. Et je dois quand même peut-être faire une petite... Parce qu'aujourd'hui sort le livre de Tonton Karim qui est sur justement comment te démarquer en tant que candidat face aux recruteurs. Et c'est l'apparition du livre, donc le livre de Tonton Karim, bien évidemment. Mais bien sûr, je pensais plutôt effectivement à du rap parce que moi, le rap, ça m'a totalement construit. C'est ma colonne vertébrale pour, on va dire, confronter les adversités de la vie. Et c'est plus un sujet technique que je vais aborder, c'est que moi je suis un enfant de l'école de la rime multisyllabique. Et la rime multisyllabique, c'est la rime par assonance. Donc c'est comme dire le lundi au soleil, je pimpi, je paumais, je quinti, je tossais, les pimpis, c'est popé, fin ring et coquet. Tu vois, c'est le même nombre de syllabes avec les assonances qui tombent exactement au même endroit. Et en fait, pour moi, le maître de celui qui a vraiment démocratisé, aujourd'hui tous les rappeurs connus font de la rime multisyllabique. En fait, c'est même plus un enjeu pour eux. Tu vois, les Nekfeu, les machins, etc. C'est des trucs hyper répandus. Mais pour moi, le premier et qui m'a rendu, j'ai pris une claque, c'est Salif, donc qui est un rappeur qui n'exerce plus aujourd'hui, qui est regretté dans le monde du rap français, SALIF, et l'album Tous Ensemble de Salif, pour moi, est une masterclass au niveau de la rime multisyllabique qui allie le fond et la forme, évidemment. Des textes qui sont finalement hyper puissants et un bon rythme, et puis toute la partie multisyllabique. Exactement. Une grosse ref. Ok, bah écoute, je le prends. Alors, je vais aller poncer ça très très rapidement. Je pense qu'aujourd'hui même. Super référence. Finalement, c'est la première fois qu'on fait une ref rap et je trouve que c'est bien. Ça démocratise un peu aussi. C'est un peu différent, donc c'est cool. Merci Rassam, franchement, pour cet entretien. C'était plus long que prévu. Va falloir que je te libère. Moi, je le dis, franchement, on aurait pu tenir 3 heures, 4 heures. Moi aussi, j'étais chaud. Moi, j'aime bien. C'était large. Pourtant, j'avais un conducteur assez précis, mais j'ai bien senti que t'étais chaud. C'était cool. Il y a de l'énergie là-dedans. Donc, en tout cas, le plaisir, il est réel, sincère. J'ai vraiment kiffé cet entretien. J'espère que c'est pareil de ton côté, bien sûr. Carrément. Et puis je suis convaincu, moi, comme d'hab, mais encore plus que jamais, que l'audience va, à mon avis, aura appris beaucoup de choses pendant cet épisode et à la fois en tant que manager, candidat, collaborateur, etc. Donc voilà, c'est percutant à souhait. J'aime beaucoup. Merci et ravi aussi d'avoir partagé tout ça. Je finis souvent avec mes jingles en ce moment de pro sont évidemment Recruiters in the House, aussi chez Free, parce que j'ai fait un petit rap chez Free aussi, mais qui n'est pas à l'externe, mais qui est un peu c'est pas un jingle, mais faut rester free, faut rester frais. J'aime bien. Je préfère le premier, moi, mais bon, mettez corpo, c'est bien. Non, il est pas mal, En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je te souhaite une excellente semaine et j'espère qu'on se revoit vite. Pour tous ceux qui ne connaissaient pas Rassam, suivez-le sur LinkedIn. Je pense que vous allez kiffer. C'est une bonne dose d'inspiration aussi. Voilà. Et pour moi aussi, ça l'est. Je te le dis très sincèrement. Donc, c'était cool. Merci. Passe une très bonne semaine. Merci à toi. À très bientôt. Ciao. Ciao.